Alors, je viens ce soir me présenter comme étant la directrice de la dernière entreprise textile existante au Sénégal, et une entreprise qui a comme vocation de fédérer les savoir-faire sénégalais en vue de créer un label Made in Sénégal. Et je viens vous parler en fait d'un très grand paradoxe. En Afrique de l'Ouest, nous avons 1 million de tonnes de coton qui sont produites, entièrement exportées. Nous avons 0 mètre de drap produit, 0 mètre de nappe, 0 mètre de rideau. Au Sénégal, 50 000 tonnes, 0 mètre de tissu produit, comme si personne n'avait besoin de tissu, comme si personne n'avait besoin de textile en Afrique. C'est pour donner une idée des marchés potentiels et du manque à gagner que nous avons en ne transformant pas les matières premières. Nous vendons notre coton à un prix qui varie entre 1 euro et 2 euros sur le marché international, et nous manquons environ une valeur ajoutée de 10 à 100 fois supérieure. Donc quand on dit que l'Afrique est exportatrice et qu'elle crée des revenus en exportant, comme on n'exporte que des matières premières à leur plus bas prix, en fait nous perdons beaucoup de richesses. Et par là même, nous ne développons aucun emploi. Alors il y a un cercle vicieux qui est là, c'est-à-dire que le coton part très probablement en Asie, en grande majorité. Il est filé, parce qu'il faut faire le distinguo entre le coton fibre, dont on parle toujours. Dans des instances internationales, on parle toujours de coton, 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 mais c'est le coton fibre, ce n'est pas le coton fil. Et donc il part être filé en Chine ou ailleurs. Il est revendu en Occident ou tissé sur place. Ce même tissage est répandu dans le monde entier. Et on arrive à un système où, par besoin d'actes de charité en Occident, on donne aux pauvres des vêtements usagés. Ces vêtements usagés, via les Emmaüs ou autres, sont stockés dans des grands entrepôts en Europe, ainsi que les restes, les détritus des industries textiles européennes ou asiatiques, et reviennent pour être offertes aux pauvres. Et dans ce processus, toutes les industries textiles sont cassées et mises à terre, créant encore plus de pauvreté. Donc c'est ce grand paradoxe dont je veux parler. Parce qu'on ne peut pas laisser aller s'enfuir nos matières naturelles et retourner en échange de l'acrylique ou du polyester ou des choses qui ne valent rien, qui sont comme de la pacotille. Alors depuis des années, je parcours l'Afrique de l'Ouest, au Burkina, au Togo, et je visite des usines désaffectées, des filatures à l'abandon, des tisserands en quête du fil, en quête du Graal, et au bout du compte, une absurdité, un système complètement absurde. Donc, nous avons décidé de rentrer dans une grande aventure qui est celle de relancer le secteur textile en Afrique de l'Ouest en utilisant le savoir-faire précolonial. Et c'est quoi le savoir-faire précolonial? C'est le tissage traditionnel dans ce secteur. Tissage traditionnel au Sénégal, qui est un tissage d'origine mandiaque, qui était à l'époque, avant que nous le transformions, de largeur de 15 cm de large, et que maintenant, depuis une vingtaine d'années, nous avons élargi à 60 cm. Comment ça s'est passé? Je suis métisse, ma mère est française, mon père est sénégalais, ma mère était infirmière, mon père est boxeur. Et en arrivant au Sénégal, je suis rentrée au Sénégal où j'ai fait mes études universitaires après avoir fait mes études primaires et secondaires en France. Dès le départ, j'ai décidé en arrivant ici de travailler avec des matériaux 100% locaux. J'avais fait des études d'art, j'avais fait de la peinture, mais tout de suite j'ai décidé de travailler le batik. Et pendant des années, j'ai un peu arpenté un peu les rues de Dakar avec mon portfolio sur bras pour vendre mes travaux artistiques. Et je suis arrivée à un moment à présenter mes travaux dans une grande entreprise des industries chimiques du Sénégal, et je leur ai proposé un travail de décoration. Ils m'ont dit non, on n'a pas besoin du tout de tableaux, mais nous avons besoin d'aménagement, de décoration des bureaux. Tout de suite, j'ai bluffé, j'aurais dit il n'y a aucun problème, je peux très bien aménager des bureaux, sans souci.
Et à ce moment-là, je n'avais aucune idée comment faire une facture. Je n'avais jamais fait de facture de ma vie. Je n'avais jamais fait de maquette non plus. Donc j'ai vite été voir tous mes amis, etc., qui m'ont aidé à faire une maquette. Et puis, je me rappelais avoir vu chez ma grand-mère le tisserand traditionnel dans la cour qui exerçait. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces tissus-là pour réaliser le mobilier? Il faut savoir qu'à l'époque, 100% des tissus d'ameublement étaient entièrement importés. Donc, j'ai travaillé avec lui, je me suis dit, il faut changer un peu les couleurs, peut-être quelque chose de plus moderne, de plus sobre. J'ai acheté des fils camel, des fils noirs. Il m'a fait des échantillons très japonisants, entre parenthèses, que j'ai insérés dans la maquette. Et lorsque j'ai présenté la maquette au directeur de l'entreprise, tout le monde s'est dit, oui, c'est très bien, mais ce sont des petites bandes. C'est vrai que c'était le tissage Manjak, donc en 15 cm de large. J'ai dit, il n'y a aucun souci, nous allons élargir les bandes. Et ça, c'était en 1985. Donc, aussitôt sorti, aussitôt le projet validé, je me suis lancée à corps perdu à essayer de convaincre quelques tisserands traditionnels d'élargir les bandes, avec tout de suite un grand refus parce que personne ne voulait passer de la largeur traditionnelle à une autre dimension. Finalement, ce fut après bien des efforts, avec le tisserand de ma grand-mère, que nous sommes passés de 15 à 50 cm et ensuite 70 et 90 cm. Cette largeur nous donnait l'ouverture sur le marché de l'ameublement. Et avec cette largeur, nous avons réalisé entièrement ce projet d'aménagement des bureaux des industries chimiques du Sénégal. D'abord avec un tisserand, ensuite avec son frère, ensuite avec son cousin. Le projet a été absolument magnifique et ça a été une boîte de Pandore qui s'est ouverte. À l'époque, rien n'existait. On proposait enfin sur le marché quelque chose qui était fabriqué au Sénégal. Donc j'ai continué de travailler avec ces tisserands pendant quelques années. Et un beau jour, je suis, comme on dit, montée à Paris avec mes échantillons sous le bras, en disant il faut que je le propose à l'étranger. Je suis arrivée, j'ai rencontré une grande dame de la décoration qui m'a donné ma chance, qui a pris mes échantillons, les a mis dans son magasin sur une étagère. Et j'ai commencé à vendre aux décorateurs. En parallèle aussi, j'ai rencontré une autre agent qui a proposé mon travail dans la haute couture. Donc nous avons pu vendre des tissus à M. Christian Lacroix, M. Louis Ferraud et M. Paco Rabanne. Pendant ce temps-là, les tisserands étaient installés dans des espaces sablonneux près de la maison et nous avons pu réaliser des métrages pour Christian Lacroix dehors, à côté de la maison. Et de fil en aiguille, on peut le dire, je suis arrivée à rencontrer et à présenter mes tissus à la maison Hermès. Là, ça a été quelque chose d'une autre dimension. Parce qu'on vous apprend la perfection. On ne travaille plus dans la notion de quantité, mais dans la notion de qualité et de beauté. Ce qui est, je pense, la notion qui nous manque dans notre type de production. Et c'est avec cette notion-là qu'on peut peut-être occuper le marché international avec nos savoir-faire ici en Afrique de l'Ouest. Alors cette expérience avec Hermès s'est passée de 1996, puisque 1996 c'était l'année de l'Afrique, jusqu'en 2000. En 2000, ils ont racheté une maison qui s'appelait Le Crin, qui faisait des tissages analogues aux nôtres. Et donc, on a cessé, mais nous n'avons pas cessé, de travailler avec les grands décorateurs dont je citerai les noms de M. Christian Liègre, M. Jacques Grange. Et jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons toujours avec ces décorateurs, M. Peter Marino et bien d'autres encore. Tout ça pour dire que le savoir-faire postcolonial peut pénétrer l'industrie du luxe en Occident. Et donc, c'est dommage que nous ne puissions pas transformer notre coton. Et d'autant plus dommage que nous vendons nos tissus dans le monde entier. Ça veut dire qu'on peut aussi occuper un espace dans le marché international. Nous sommes capables de vendre au Japon, en Californie, en Inde, partout, en Finlande, en Afrique du Sud, mais très difficilement au Sénégal, parce qu'au Sénégal, on a du mal à consommer sénégalais.
Et les pouvoirs publics ont du mal à donner l'exemple. C'est très dommage. Et c'est pour ça que je suis là pour en parler un peu. Donc quand on devient producteur et qu'on travaille sur le marché international, se pose la question, la problématique de comment produire pour satisfaire tout ce monde. Parce qu'évidemment, à part le Sénégal, maintenant on a également des ventes en Côte d'Ivoire, au Nigeria, un peu partout. Donc comment fait-on pour produire avec un tissage manuel pour satisfaire le monde entier? Non, on ne peut pas. Et je me suis intéressée également au fait que toutes les industries textiles ont fermé leurs portes. Au Sénégal, il y avait une dizaine d'industries textiles qui créaient 70 000 emplois. Au jour d'aujourd'hui, il y a 0 emploi dans le secteur textile et la filière textile elle-même n'est même plus considérée. Elle n'est même plus évoquée dans les instances, par les bailleurs de fonds, par les politiques. On a mis une croix, par les financiers encore plus, on a mis une croix définitive sur le mot textile. Et maintenant, on ne parle plus que de confection, confection qui signifie importer du tissu d'ailleurs et le transformer et le coudre. Et donc, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas relancer une filière textile, une industrie textile? Et en visitant toutes ces usines à l'abandon, nous avons eu l'idée de racheter des métiers à tisser qui étaient en errance, qui étaient prêts à être cassés et vendus au poids du fer et de la fonte. Et lorsque nous avons racheté ces métiers avec les ouvriers du secteur textile, qui eux-mêmes sont laissés sur le carreau d'ailleurs. Il faut signaler, les ouvriers, il y a des milliers d'ouvriers textiles qui ont plein de compétences, plein de savoir-faire, qui sont au chômage, voilà. Ils ne font plus rien. Alors, on a des métiers à tisser, on a des ouvriers qui ont des compétences, on a du coton, et pour autant, on consomme du tissu qui vient d'ailleurs. C'est le grand paradoxe. C'est la grande absurdité du système. Cependant, nous avons décidé de faire une osmose entre le tisserand traditionnel et l'ouvrier textile et installer donc dans des ateliers à Rufisque les tisserands traditionnels, les tisserands qui travaillent sur les métiers d'obédience européenne, parce que j'ai oublié de mentionner qu'à un certain moment, un client allemand nous a offert un métier d'obédience européenne. Et tout le monde est ensemble et tout le monde essaie de présenter un nouveau produit. Et ce que je crois, c'est que ces métiers à tisser mécaniques, nous les avons réhabilités, nous les avons remis en route, nous les avons même ralentis parce qu'on ne veut pas rentrer dans la production. Ce qu'on veut produire, c'est de la beauté, c'est de l'âme et que l'âme transparaisse dans le tissu. Et c'est cette beauté et cette âme qui peut valoir de l'or sur le marché international. Donc, nous avons continué de travailler dans ce développement et après quelques moments, nous sommes été très fatigués par l'environnement juridico-fiscal parce qu'il n'est absolument pas adapté à ce type d'entreprise. Nous sommes dans un secteur de développement d'une production industrielle alors que le pays tout entier se tourne vers le commerce. Nous n'avons même pas eu la chance de faire notre révolution industrielle pour donner au moins de la matière à tous ces jeunes managers qui remplissent les écoles de management et qui n'ont pas de produits malheureusement à manager. Je pense que le préalable, avant de construire des routes, 1 kilomètre ou 2 de route, pouvait suffire pour organiser la formation, avoir des outils, avoir du matériel pour former des gens et produire sénégalais. Donc ce que je veux avec notre activité, c'est de proposer quelque chose sur le marché international qui permette de penser que l'on peut redevenir maître du jeu tout simplement en transformant nos matières premières avec nos savoir-faire et ce que nous trouvons sur place et avec très peu d'investissement. Et créer par-delà énormément d'emplois. Merci.